surveille là. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue. Bienvenue déjà à cette deuxième journée du FHT. Et on va commencer cette journée avec donc la première conférence qui va porter sur un sujet qui est une dure réalité pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. C'est la crise du personnel qu'on aborde sous le prisme des coûts et de comment réussir justement à optimiser ces coûts de personnel qui sont une des charges les plus importantes. On a aujourd'hui pour parler de ce sujet avec nous deux intervenants. Donc tout d'abord Julien de Gallica et Adrien de Skipper. On va tous se présenter chacun notre tour et après on passera sur une série de questions sur lesquelles ils vont intervenir et nous donner leur expertise, leur ressenti et la façon dont ils procèdent aujourd'hui pour réussir à gérer ce sujet. Donc nous, tout d'abord, qui sommes-nous ? Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Snapshift, on est un logiciel de planification des salariés, donc gestion du temps et des activités globalement. On a été créé en 2016 par Olivier Séverins et on a maintenant plus de 6500 clients qu'on accompagne. On est 85 collaborateurs au total et on a fait récemment une grosse levée de fonds soutenue par Highland Europe. Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est notre but ? Notre but, c'est tout d'abord de vous simplifier le travail des opérationnels sur 4 domaines principalement. La planification, la gestion du temps et des activités, donc des congés, des événements variables, etc. La gestion administrative qui va découler de la gestion du personnel et également toute la préparation des éléments variables de paie, donc l'élaboration des rapports de paie globalement. Notre but, c'est de libérer la performance, donc c'est de permettre aux opérationnels, aux personnes qui sont sur le terrain, aux hôteliers, aux restaurateurs, de pouvoir être avec leurs équipes et de ne plus être pris par ces tâches qui sont chronophages, qui prennent du temps et qui n'ont pas de valeur ajoutée. C'est globalement du temps perdu. Aller compter des formules sur Excel, ça n'aide pas à grand-chose dans votre travail de tous les jours. Les équipes, elles perdent du temps sur des tâches inutiles, des tâches qui n'ont pas de valeur. L'organisation permet d'être plus fluide derrière. L'administratif, le but, c'est qu'on l'oublie, qu'il se voit plus, qu'il soit plus présent et qu'une communication en interne au niveau des salariés se fluidifie. Donc ça permet aussi d'avoir une meilleure communication entre les salariés, d'avoir une meilleure aussi image de marque. Je laisse la parole à Julien. Adrien, pardon. Et je passe à toi. Bonjour à tous. Donc moi je travaille, j'ai une société qui s'appelle Skipper Hospitality et qui s'adresse à des investisseurs privés ou publics, des fonds d'investissement et des family office qui souhaitent investir dans l'hôtellerie et la restauration. Et nous, donc, on a deux métiers. Notre premier métier, c'est le conseil en amont dans le cadre d'un projet hôtelier. Donc on va suivre le projet depuis le cahier de notes jusqu'à l'ouverture de l'établissement. Et ensuite, une fois que l'établissement est ouvert, on va gérer l'établissement au nom et pour le compte du propriétaire. Donc on intervient sur Paris essentiellement, beaucoup sur Paris, mais également en France et notamment dans le sud-ouest où notre siège social est basé. Donc on a des équipes à Biarritz, à Bordeaux et à Paris. Et voilà, donc notre... Pardon, comme ça. Donc, comme je vous expliquais, on a plusieurs étapes qui vont du projet d'ouverture d'hôtel donné par le propriétaire ou le futur propriétaire. Il y en a qui ne disent pas, donc on l'aide à aboutir son projet. Et la mission va jusqu'à la gestion opérationnelle du lieu, qui peut être soit un hôtel, soit un lieu d'hébergement, ça peut être également une résidence hôtelière par exemple. Voilà. Je crois que j'ai été... Adrien, toi. Alors, moi je m'appelle donc Julien, j'ai cofondé Gallica en 2015 avec mon associé Jean-Philippe qui n'est pas là aujourd'hui. Gallica, c'est un concept de street food autour de l'univers de la gastronomie grecque. On a un modèle très particulier qui rend en général jaloux les confrères de la restauration, c'est qu'on est ouvert que le midi, que en semaine. Donc on cible des quartiers de bureaux. On fait 80-90% de notre CA de midi et quart à 13h30, donc tout est question de process, d'organisation. Et on a aujourd'hui 5, bientôt 6 restos, le 6e ouvre dans 2 semaines.
On en ouvre deux autres d'ici la fin de l'année et à la fin de l'année, on sera à peu près 80 en termes de staff. Donc, je suis les deux pieds dans cette si plaisante problématique que sont les RH. Merci Adrien, merci Julien. Donc moi je suis Omar, je travaille avec Charlotte chez Snapshift. Donc pour rappel, notre mission c'est l'humain dans l'entreprise. Donc au-delà de faire des plannings, l'idée c'est vraiment d'avoir une expérience utilisateur pour les employés qui soit la plus optimale. Donc ça passe bien sûr par différents sujets que Charlotte a abordés précédemment. On va aborder plusieurs sujets aujourd'hui. Le plus chaud actuellement, c'est le recrutement. On va ensuite parler de fidélisation, de turnover, de coûts humains. Aujourd'hui, c'est des sujets qui sont parfois mal explorés par les entreprises et ce sont des coûts cachés. Un turnover, ça coûte très cher. L'humain, ça coûte cher. Donc il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Et donc on va parler effectivement d'optimisation et des ratios. Et quels ratios suivre dans la gestion au quotidien. Donc merci pour votre expertise et votre présence aujourd'hui. Voilà, on va commencer. Donc si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous voulez également partager, n'hésitez pas. On n'est pas très nombreux, donc on va pouvoir faire les questions et les réponses en même temps qu'on fait les questions à Julien et Adrien. Et on va commencer donc avec notre premier sujet, le recrutement. Donc Julien, Adrien, est-ce que vous avez des process, des techniques, des outils qui vous permettent de faciliter vos recrutements? Alors, c'est un vague sujet, un sujet très compliqué en effet. Surtout en ce moment, on est dans une période post-Covid, après Covid. Donc évidemment, le sujet a évolué ces 3 dernières années. Nous, c'est un vrai défi, un très gros défi. Le premier défi, c'est que la personne arrive au rendez-vous pour le recrutement. Donc avant ça, c'est déjà pas mal. Donc avant ça, nous on essaie d'aborder le recrutement comme on aborderait une approche clientèle, dans le sens où on approche nos collaborateurs comme un client. Créer une expérience client pour le futur collaborateur. Exactement. Donc on essaye de vendre notre produit, de vendre notre projet et de l'intégrer dans le sens noble dans notre projet pour le fidéliser par la suite. D'accord. Et ça passe par quoi en amont justement faire ça? Ça passe par souvent du marketing en amont pour attirer l'œil de la personne et puis la mise en avant de tous les avantages qu'on peut mettre sur le profil et sur le recrutement et sur le projet. Donc on essaye d'établir un fil conducteur sur le projet et vraiment une possibilité d'évolution. On essaie de mettre cette possibilité-là d'évolution pour le futur recruté. D'accord. Merci. On a exactement le même problème. Donc le nombre de personnes, nous, c'est 50% des gens qui ne se présentent pas après avoir été contactés et après qu'ils soient engagés à venir faire un essai. Donc la solution qu'on commence à trouver, c'est que déjà on se surstaff en support. Aujourd'hui, notre petit groupe de restauration est beaucoup trop staffé en RH pour la simple et bonne raison qu'en fait il faut démultiplier les canaux d'acquisition des nouveaux talents. Donc il y a évidemment les traditionnels job boards. Il y en a une multitude, c'est pas le thème de la conférence, mais il y a plein d'autres moyens, comme par exemple la cooptation en interne. Nous, on a une cinquantaine aujourd'hui, donc c'est potentiellement une dizaine de personnes par collaborateur qui pourraient être potentiellement intéressés pour bosser 2 heures par jour ou le week-end ou autre. Il y a également des partenariats qu'on essaye de mettre en place de plus en plus avec des écoles d'hôtellerie, avec des écoles de commerce, des facs, enfin bref, tout ça, c'est un travail de fond et qui, à notre sens, nécessite qu'on soit staffé en support pour qu'il soit fait de manière qualitative et qu'on perde un minimum de temps. Et ensuite, dans le recrutement, il y a le deuxième niveau, c'est pour ceux qui viennent,
Il faut que leur expérience déjà on a fait un truc, on a fait des essais. Maintenant on fait plus d'essais. Enfin maintenant, ça fait 2 semaines. Donc on en reparle l'année prochaine pour voir si ça marche. Mais en fait on recrute directement les personnes qui viennent et on a un programme sur la première semaine d'intégration d'acquis qui doivent absolument cocher pour voir si oui ou non ils peuvent intégrer Gallica à terme. Mais globalement on se rend compte que si ça fait un peu plus de 2 semaines, on a déjà fait des essais avant. On se rend compte que si quelqu'un est accompagné main dans la main pendant cette semaine, globalement le recrutement se transforme parce que traditionnellement un essai t'arrive pendant 2-3 heures, t'es mis au milieu du rush, venir la personne en plein rush. Très rarement, on a un équipier ou un manager qui a le temps ou qui est suffisamment pédagogue pour l'accompagner, lui montrer tout ce qu'il doit savoir et puis le tranquilliser, le rassurer. Et donc l'essai globalement se passe 50% des cas mal parce que la personne a un peu peur, connaît pas le concept à juste titre, n'est pas forcément trop débrouillarde pour une première. Donc en une semaine, on s'est rendu compte que c'était plus paisible et donc que le recrutement se transformait mieux. Voilà. Tu privilégies plutôt des contrats stables, on est sur des CDI, on est sur 100% de CDI, jamais de CDD. On a très peu d'extra parce que déjà notre profession, la restauration rapide, ne nous autorise pas à avoir le format extra avec la convention collective. Donc on a d'autres formats, mais ça marche pas trop. Et nous on privilégie ça, et on privilégie évidemment pour aller un peu plus loin l'évolution en interne. Typiquement là pour la première fois depuis qu'on existe, depuis 2015, on a recruté en externe un manager. Jusqu'à maintenant on faisait toujours évoluer les profils en interne. On les formait pour qu'ils soient des produits Gallica au sens au sens où on l'entend. Ça c'est intéressant. On passe aussi sur cette partie fidélisation. C'est lié forcément. Aujourd'hui, question subsidiaire, le rapport de force est inversé. Exactement. Est-ce que l'augmentation de salaire suffit? On a parlé effectivement des sujets de process que vous avez mis en place. Est-ce que cet aspect aussi d'augmentation de salaire est vu et accepté? L'augmentation de salaire, évidemment, c'est l'un des premiers critères de sélection du candidat qui est dans un autre secteur d'activité et qui s'intéresse à notre activité hôtellerie-restauration. Il va forcément aller regarder la grille de salaire. Donc les grilles de salaire ont augmenté le 1er avril, ce qui nous aide beaucoup dans le recrutement parce que souvent les candidats ne le savent pas, ils arrivent et donc ils se rendent compte de la mauvaise pub qui a été faite ces dernières années en disant on travaille beaucoup, on est sous-payé, alors qu'aujourd'hui il reste évidemment encore certainement quelques acteurs qui ne payent pas forcément comme il faudrait. Mais en général l'ensemble des acteurs aujourd'hui dans le monde de l'hôtellerie-restauration payent correctement et du coup comment dire le revenu moyen de quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie-restauration est souvent supérieur à d'autres secteurs équivalents. La chose qui désengage dans le recrutement, c'est le fait de travailler pendant que les autres s'amusent. Et ça, c'est un réel problème. Surtout dans la restauration, alors moins toi parce que tu travailles le midi, c'est un gros avantage. Mais dans la restauration classique, les personnes travaillent le soir que leurs amis et leurs familles sont à la maison. Donc là, c'est tout le problème actuel. Il faut essayer de trouver des solutions. C'est pas facile. On n'a pas forcément encore la réponse. Mais l'idée, c'est d'être le plus polyvalent possible, de faire tourner les équipes. Alors attention, il y a faire tourner, c'est-à-dire on peut faire tourner au niveau des horaires, mais il faut que ce soit assez stable au niveau des jours. On se rend compte que la personne qui est en réception, par exemple, ne connaît pas son planning pour le mois prochain, c'est compliqué. C'est compliqué de s'organiser, c'est compliqué d'organiser ses vacances, c'est compliqué d'organiser sa vie administrative, sa vie familiale. Donc on essaye d'anticiper le plus possible et d'avoir des shifts assez stables. Pour moi, la coupure en restauration et en hôtellerie
n'a plus d'avenir. Je pense qu'il faut rester sur quelque chose de shift stable. Donc nous, ce qu'on a mis en place dernièrement, sur un modèle que je viens de reprendre, c'est des shifts. Ça se faisait, mais je pense que c'est ça qui fonctionnera dans l'avenir. Des shifts, par exemple, pour de la réception, de 7h du matin à 19h le soir, sur 3 jours et demi. Et au bout de 3 jours et demi, il a 3 jours et demi de repos. C'est pas tous les jours, c'est pas dans n'importe quel secteur. Donc c'est des avantages qu'on essaie de mettre en avant, à la fois pour recruter, et aussi pour fidéliser. Je reviens sur le système de cooptation. Le système de cooptation, c'est quelque chose qu'on a mis en place également. Et pour ça, il faut que le salarié se sente bien chez nous, pour qu'il puisse le diffuser ailleurs. Et ça, c'est la première chose à faire. C'est pour ça que je disais au tout départ qu'on essayait de mettre en place une politique de client pour nos salariés, vraiment de les fidéliser, de comprendre leur insatisfaction, de comprendre leurs attentes, pour pouvoir mettre en face des actions dans la mesure du possible, pour les satisfaire. Justement, c'est intéressant parce que du coup, Charlotte avait aussi une question à ce sujet sur s'adapter aux besoins des salariés aujourd'hui. Tu parlais d'un service de 7h à 19h, mais demain si tu as, je sais pas, tu as des mères de famille, tu as des papas de famille, il faut s'adapter, il faut planifier. Toi, tu as pas cette problématique, Julien, parce que tu es ouvert que le midi. Mais on connaît tous des restaurateurs, on connaît tous des hôteliers où les heures sont très compliquées. Comment on s'adapte justement à cette planification? Alors je suis un peu moins concerné que toi, mais on l'est malgré tout, parce que quand tu as la grève crèche ou un problème de train, donc c'est sûr que nous on est privilégiés et que le salaire est une chose. Après j'aimerais rajouter un truc, la restauration et surtout la restauration rapide est un poil différente de la restauration traditionnelle et l'hôtellerie, dans le sens où la plupart de ta masse salariale est peu voire pas qualifiée et donc compliqué de rémunérer au-dessus du SMIC. Donc c'est difficile d'engager avec une augmentation de salaire, surtout que nous à peu près pour compter une dizaine d'employés par resto, on fait pas non plus, on a des petites affaires, on a des restos qui font autour de 600 000 par an. Faites-le pour ceux qui sont déjà un peu entrepreneurs dans l'âme, faites le calcul. Un manager, un assistant manager des équipiers, on ne peut pas faire exploser les salaires dans tous les sens. Du coup, le confort de travail et l'écoute au quotidien est hyper important. Typiquement, moi j'ai beaucoup de papas, j'ai beaucoup de mamans. On fait en sorte d'être le plus attentif possible et ça reprend mon premier point tout à l'heure, c'est qu'on est surstaffé en support pour justement pouvoir répondre au maximum à toutes ces problématiques qui font qu'on peut mettre du liant dans le quotidien de nos employés. Si par exemple un employé qu'on n'est pas capable de payer plus que ce qu'il veut prendre son vendredi et son lundi parce qu'il a un extra quelque part ou qu'il peut aider quelque part, on lui donne. On fait ce genre de choses. C'est pas nécessairement une solution pour tout le monde, mais en tout cas pour, je trouve, les populations de notre type de métier, une bonne solution. Et j'aimerais rajouter quelque chose dans le. Donc t'as le salaire, t'as la compréhension de la vie de chacun et le fait d'être attentif au quotidien à eux et que ce soit pas juste des mots, mais que ce soit pas juste des actions derrière. Et il y a une autre chose, c'est qu'un employé, c'est quelqu'un à partir du moment où vous l'avez au téléphone pour voir si oui ou non, il va venir chez vous. Donc c'est à ce moment-là, c'est à ce vient votre employé et qui va vouloir déjà venir à l'essai, de rester après cette semaine et pas vous planter au bout de 2 mois pour aller en face pour exactement le même salaire, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, les salaires sont à peu près les mêmes partout. L'herbe n'est jamais plus verte ailleurs, mais dans leur tête, potentiellement l'est. Il faut que chaque étape, chaque point de contact que vous allez avoir, qu'on a aujourd'hui avec nos futurs employés, nos employés et nos ex-employés, et c'est quelque chose qui est important, il soit irréprochable. Typiquement, le onboarding administratif, ça paraît trivial ou une formalité pour la plupart des gens. Dans nos métiers, le onboarding administratif, c'est de la merde. Pardon pour. J'ai réussi à me tenir une demi-heure.
j'ai réussi à me tenir une demi-heure. C'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. C'est absolument, il y a un non-respect absolu des employés. Et nous, on en faisait partie aussi parce qu'on était sous-organisés, on n'avait pas les bons outils. Donc on galérait à faire les contrats dans les temps, on n'était pas clair sur quel resto, machin et tout. Et on se rend compte déjà que quelqu'un à qui tu envoies un mail 2 jours avant son début de travail, dans lequel on lui a fait un pas à pas pour lui expliquer comment créer son profil sur Snapchat, ce qu'il doit faire, comment tu fais sur Payfit. Si tu as un problème là-dessus, il faut que tu appelles un tel. Si tu as un problème là-dessus, il faut que tu appelles un tel. Déjà ça, c'est énorme. Plus SMS la veille en disant demain c'est ton premier jour, pense à ci, à ça, jean, t-shirt, basket, le boss s'appelle machin et ton parrain dans le restaurant, ça sera Robert. Du coup, tout ce genre de truc, quand il arrive dans le resto, c'est monstrueux parce qu'il se sent déjà faisant partie de la boîte. Et ça jusqu'au bout au quotidien. Et même quand quelqu'un part, que ce soit de notre fait, que ce soit de son fait, il faut faire les choses correctement. Parce que déjà ils parlent de nous, entre eux. Ils vont peut-être revenir un jour. Parfois, certaines personnes ne correspondent pas à nos attentes à un certain moment. Et 2 ans après, peut revenir et donc garde un bon souvenir. Donc, il faut faire quelque chose. Et puis, ça donne un état d'esprit aussi. J'aime bien l'humain au centre du projet, le mantra de Snapchat. Et c'est vrai, sans notre staff, que ce soit le 2 heures ou le manager, le resto, il ne tourne pas. Donc c'est important de les respecter aussi là-dessus. Ça, c'est vraiment un truc fou. Et je rajouterai une dernière couche. Je m'éloigne complètement de la question. Désolé, il ne fallait pas me donner le micro. Il faut être disponible. Et moi, ce que j'essaie de faire, typiquement, je pense que je vais avoir du mal à continuer. Une après-midi par semaine, je me rends disponible. Je suis dans un Starbucks ou un prêt-à-manger. Tout mon staff est au courant. J'écris d'ailleurs sur Snapchat. Et cette semaine, je suis là. Venez me parler de votre vie. Alors souvent, ils viennent avec des revendications, logiques en fait. Mais souvent, ils viennent juste poser des questions sur Gallica, dire j'ai une idée de recette, au fait j'aimerais bien devenir manager ou assistant manager, quelqu'un qu'on n'avait pas forcément identifié. C'est pour illustrer quand on peut pas donner un gros salaire, qu'on peut pas répondre favorablement à je veux mes 4 semaines au mois d'août, parce que malheureusement on travaille très bien au mois d'août, il faut être capable de rajouter plein de choses. Et j'insiste sur le fait que c'est pas de la manipulation quoi que ce soit, mais c'est plutôt une adaptation à une réalité de nos métiers. Et je pense que plus on donne, plus on reçoit. Philosophique ça. C'est très intéressant ce que tu nous dis là, parce qu'on parlait justement tout à l'heure d'expérience client qui là devient une expérience employée, et c'est quelque chose qui fait partie de l'image de marque d'une entreprise également, et qui permet derrière d'avoir cette image très favorable que vont avoir les salariés d'une entreprise. On en parlait au début, donc en amont du recrutement avec le marketing, on en parle là aussi pendant le recrutement avec tout un process très cadré, au final qui permet à ce salarié de se sentir bien dans son process de recrutement. Derrière ça, on commençait à aborder le sujet. Une fois que le salarié est là, qu'il est en poste, que le collaborateur travaille chez nous, comment on conserve cette expérience client avec lui? Comment on le garde engagé dans son travail? Comment on le fidélise? On le fidélise. Et du coup, comment on réduit ce turnover qui coûte cher? La première chose, comme disait Julien, c'est de prendre soin de lui. Nous, on a plusieurs valeurs. Dans l'une, c'est la bienveillance. La première question tout à l'heure, c'était de savoir comment on s'adapte à une mère de famille, à des exigences administratives, familiales, etc. Je pense que la question de planning et surtout, contrairement à ce qui se faisait avant le Covid, dans notre secteur, de connaître son planning sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et peut-être que c'était même un planning fixe. Ça permet déjà de s'organiser. Sur notre vie familiale et administrative. Je pense que ça, c'est l'une des choses importantes. Comme on disait aussi sur la fidélisation de nos employés, ça permet aussi, prends soin de tes salariés, prends soin de tes clients. Donc après, il y a une relation qui se met avec ses clients, qui se met entre salariés. Si tout le monde prend soin de chacun et qu'il y a de la bienveillance et de l'esprit d'équipe, derrière, il y a une émulsion qui se porte au sein de la société. Et cette émulsion-là, elle est compliquée. Ça peut se jouer à pas grand-chose. Ça peut se jouer à simplement une personne, quelqu'un qui manage ses équipes de façon familiale ou d'une manière différente et qui va permettre à l'équipe de monter ensemble. Nous, il y a
Nous, comment on fidélise des employés, il y a une chose importante, il y a une chose qu'on met en place, c'est une formation sur les émotions. En fait, on estime qu'il y a plusieurs émotions chez l'être humain, mais ça c'est en général. Et on adapte notre communication en fonction du profil de la personne. Alors le profil peut évoluer au fur et à mesure des années. Et donc on fait passer des formations sur l'intelligence émotionnelle à nos managers. Et ensuite, ils essayent de définir un profil sur nos salariés. Et donc ils adaptent leur discours à ces salariés-là. Typiquement, je vais prendre l'exemple concret. Un comptable, c'est souvent très rationnel. Donc on a un rapport très rationnel avec lui. Et le manager devra avoir un rapport très rationnel. Il faut que les heures soient rationnelles. Il faut que ce soit des chiffres cadrés, un commercial. Il est souvent peu rationnel, souvent plus dans l'émotion conceptuelle, etc. Donc l'idée c'est d'avoir une relation différente et de s'adresser différemment à un commercial. On va peut-être aller proposer d'aller boire une bière après le shift, plutôt qu'un comptable où on va pas forcément lui proposer une bière parce qu'on va plutôt le mettre quelqu'un qui est rationnel parce qu'on va le mettre mal à l'aise. Donc on essaye de s'adapter en fonction des profils et des personnes. Mais ça vaut aussi pour nos clients. C'est-à-dire que, comme je disais dès le départ, on s'adresse à nos employés comme on s'adresserait à nos clients. Et donc on essaie de définir un profil et employé, de s'adresser différemment. Ça fait partie de l'une de nos fidélisations. De nos critères de fidélisation. En tout cas, il y a un dernier critère qu'on a plus ou moins abordé ensemble, c'est le sujet de la formation, et de la montée en compétences sur plusieurs années. Aujourd'hui, moi, j'ai changé notamment avec BioBurger, que tout le monde doit connaître. Ils recrutent des équipiers, qui vont faire monter manager, qui vont faire monter directeur, et qui vont peut-être finir franchisé. Ça, c'est un cycle qu'on va proposer dès le début à l'employé. Quand il va arriver, et c'est super important d'engager l'employé aussi dans les missions qu'il a, parce qu'on est tous d'accord que les métiers de la restauration, si on les fait pas par passion, on ne les fait pas. Et c'est ce qui fait qu'il y a énormément de turnover. Quand on engage le salarié, dans l'entreprise, dans les missions, et qu'on lui promet pas bien sûr de finir directeur, et qu'on lui ouvre cette possibilité, la rétention forcément augmente. Alors effectivement, il y a des restaurants qui ne peuvent pas non plus faire monter tout le monde, et ça c'est aussi un sujet, un peu plus touchy. Alors ça c'est un sujet qui est un peu tout le monde. Il faut pas se mentir. Tout le monde ne peut pas devenir manager. Tout le monde ne peut pas devenir assistant manager. Et même je veux dire, tout le monde ne peut pas devenir un équipier 35 heures senior à qui on donne une responsabilité. On a quand même une grande partie de la population qu'on manage au quotidien, qui fait un job alimentaire, qui vient 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures peut-être par jour, à qui il ne faudra jamais donner de responsabilité, soit parce qu'ils n'en sont pas capables, soit faut être honnête, ou ne le veulent pas. Il y en a qui n'en ont pas envie. Et il y en a qui n'en ont pas envie. Et il y en a beaucoup. Et il y en a qui n'en ont pas envie. C'est étonnant d'ailleurs. C'est étonnant d'ailleurs. Il faut vachement bien cibler, ça c'est hyper louable, et je trouve que la façon dont Boss BioBurger en RH, ils sont quand même plutôt bons. Et ça marche, mais il faut vachement bien screener et identifier ou auditer, je sais pas comment on peut le dire, le candidat potentiel qui deviendra un directeur franchisé et tout. Alors, les choses changent, on peut changer de case en venant, mais il ne faut pas surpromettre à trop de monde que ça peut arriver, parce qu'on génère très rapidement des frustrations. Et les frustrations, contre-performance, abandon de poste, peut-être performance, et du coup, ça m'amène à un point sur la fidélisation et au quotidien, donc l'écoute, les formations, l'écoute. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est quelqu'un qui est managé. Il attend deux ou trois choses. Déjà, c'est l'exemplarité. Deux ou trois choses. Je pense que les gens qui s'occupent de nos restos sont exemplaires. Donc, ils ne sont pas là à donner des ordres. Typiquement, on a une directrice d'exploitation. Elle est câblée, elle a vraiment de l'expérience. Elle est surcablée d'ailleurs par rapport à la taille de notre réseau, mais c'est volontaire au vu de nos ambitions. Et ben, elle va aller nettoyer une friteuse. Si elle voit qu'on est en retard pour le rush, elle va aller frotter par terre et elle va prendre le temps de boire un café pendant 1 heure avec
intellectuel va prendre le temps de boire un café pendant 1 heure avec un équipier qui a l'air pas bien parce qu'il a raté ses examens, ou il a raté ses examens, je sais pas. Donc il y a ça, je sais pas. Le deuxième truc, c'est l'honnêteté intellectuelle. Le deuxième truc, c'est l'honnêteté intellectuelle. C'est pas survendre. C'est pas survendre. Tu lances un resto, par exemple, tu vas pas survendre en disant au bout de 2 mois, tu atteindras ton rythme de croisière. T'inquiète, l'année prochaine ou dans un mois, je te surstaff, vous serez 10, alors que c'est très bien qu'on pisse le sang, qu'on n'arrive pas à recruter, que dans les faits, on n'arrive pas à recruter. Et ce qui m'amène au dernier point, l'honnêteté intellectuelle, c'est aussi une transparence et être dur. Quand vous avez quelqu'un de mauvais, quelqu'un de pas bon, quelqu'un qui s'intègre pas dans les équipes, il faut le dire. Il faut le dire. Parfois se séparer de la personne. Parfois lui mettre un taquet, trouver des solutions pour la faire évoluer cette personne ou pas. Et ça rend service à cette personne. 2, ça rend service à votre business. Et surtout, c'est hyper bien pour toutes les autres personnes qui bossent dans le resto, qui se déchirent au quotidien et en fait qui sont les premiers à subir les incompétences ou le mauvais esprit, les éléments qui sont perturbateurs. Et ça fait partie pour moi de la fidélisation aussi, c'est d'être attentif à tout ce genre de choses au quotidien dans les restos. Il y a autre chose qui est important dans la fidélisation. Je pense que vous êtes capable de le faire. Alors tout le monde n'est pas capable de le faire parce qu'elle n'a pas la capacité de le faire. Mais on est sur une génération qui aime bien changer. Qui aime bien changer de lieu, de poste, qui aime bien changer d'équipe, qui aime le changement tout simplement. Donc dans la mesure du possible, nous on essaye de faire tourner nos équipes d'un hôtel à un autre, des fois avec des compétences et des responsabilités différentes, comme parfois avec les mêmes compétences et les mêmes responsabilités. Mais le fait de changer de lieu, le fait de changer de lieu, etc., ça peut aussi aider à évoluer et à fidéliser la personne. Merci beaucoup pour ces retours sur ces sujets hyper intéressants. J'espère que vous avez pris quelques notes. On va passer peut-être sur le côté un peu plus chiffré, un peu plus terre à terre, rationnel, rationnel. Moi je suis un sales. Aujourd'hui, déjà pour votre secteur qui est la restauration et l'hôtellerie, quand on parle de masse salariale, quel est le meilleur taux de masse salariale? Qu'est-ce qu'un bon taux? Si on remet les choses en perspective, quand on fait de la restauration, c'est également vrai d'ailleurs, je pense en hôtellerie. Il n'y a que 2 ratios sur lesquels on a 100% de grippe. C'est le F&B, donc le food and beverage, c'est ce qu'on achète au quotidien, c'est ce qu'on achète pour calculer votre marge brute, pour faire simple. Et c'est les RH. Donc c'est les seuls sur lesquels on peut avoir des vraies actions. Votre loyer, si vous avez fait une bonne négo au début de votre bail, voilà, ça passera. Mais le reste, c'est des charges fixes. Alors il y a un peu de charges variables sur l'électricité, tout ça, mais là-dessus, vous n'avez rien à y faire. Déjà, ça, il faut l'avoir en tête. Donc, il faut pas lésiner dès le jour 1. Il faut pas sur l'attention et les outils qu'on met derrière ces 2 ratios. Un bon ratio en restauration rapide, dans ma catégorie. Donc, midi-semaine. Moi, je suis midi-semaine satisfait. Si on est satisfait en dessous, allez, je suis satisfait mais pas hyper heureux. Je suis satisfait mais pas hyper heureux. C'est ce que je demande à mes équipes. Hors Covid, ça tourne normal. Entre 23 et 24% du CA. Hors taxe, évidemment. Et mon objectif, c'est d'arriver à 21. Ça, c'est la première chose. C'est faisable seulement. Ça, c'est la première chose. Et alors, quand je dis faisable 21%, c'est là où je pense que je vais passer trop vite à la question suivante. Je suis désolé, mais en fait, c'est 21% tout compris. Donc, ça veut dire coûts cachés aussi. Les coûts cachés dont on parle, c'est par exemple la rupture conventionnelle que vous avez donnée à quelqu'un qui vous coûte 2000 balles sur le mois de machin qui n'était pas prévu, qui fait exploser votre ratio. C'est, je sais pas moi, l'abandon de poste. Je sais pas moi. C'est bref, il y a plein de les vacances parce que ça c'est un des grands coûts cachés de la restauration. C'est les vacances. C'est un des grands coûts cachés de la restauration. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bah voilà, ça répond à ta question en fait. Ça répond très bien à la question. Et justement,
reviens à ma question. Sur ces différents ratios qui existent dans le secteur, quels sont les ratios qui permettent de se rassurer sur la santé financière de son établissement? Je dirais que dans le mien, moi j'en regarde 3, enfin 2, 2,5, 3. Le premier que je regarde, c'est la productivité. Donc la productivité, c'est combien me rapporte à l'heure X heures de personnel. Donc c'est important de noter que c'est la performance intrinsèque de mes équipiers, managers et assistants managers. Et c'est surtout important de noter que la productivité ne prend pas en compte une chose, c'est le poids des salaires. C'est vraiment juste le CA, donc l'objectif c'est 80 € par heure. Je serais content à 82, 83, 85, 90, enfin je ne sais pas combien je suis content. 85, 90, 100, enfin je ne sais pas combien je suis content. Mais ça ne veut pas dire que ma masse salariale sera bonne. Ça ne veut pas dire que ma masse salariale sera bonne. C'est le deuxième que je regarde, c'est combien me coûte tous les mois. C'est combien me coûte tous les mois mon people. Donc c'est le mois des bonus, donc bim, je me fais péter, j'ai un gros ratio, putain c'est quand même beaucoup trop gros, donc il faut que je décompose, on a eu trop de turnover, donc il faut que je décompose, ça c'est le niveau 2. Et celui-là, il est nettoyé. C'est le niveau 2. Il est nettoyé, on va dire, des gros événements compliqués et surtout des vacances. Ça, c'est le troisième que je regarde. C'est ma masse salariale auquel je rajoute un coefficient de 12,5% qui correspond au CP. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pars en vacances. Je ne suis pas remplacé. Aujourd'hui, moi, je pars en vacances. Je ne suis pas remplacé. C'est un mauvais exemple. Ma directrice d'exploitation, elle part en vacances. Dans les faits, je ne la remplace pas par quelqu'un d'équivalent. On va donner des tâches qui sont très importantes pendant ces 15 jours à 3-4 personnes qui sont sur place. J'ai un équipier polyvalent ou deux qui se barre. Je le remplace parce qu'il y a un resto dans lequel il me manque. Je le remplace parce qu'il y a un resto dans lequel il me manque. Je fais moins de CA. On a des exigences en nombre de personnes par rapport au CA qui sont hyper tendues. Et ces personnes, il faut les payer. Donc, il faut payer les vacances. Vous voyez le petit truc, payer les vacances. Globalement, quelqu'un qui me coûte 1000 balles, en vrai, il me coûte pas 1000 balles, il me coûte 1100 balles, en vrai, il me coûte 1150 €. Et ça, c'est voilà les 3 niveaux de ratio que je regarde et qui me rassurent ou qui m'angoissent. Ça dépend du moment. Ça dépend du moment. Exactement. Ça dépend du moment. Ça dépend du moment. Je pense que maintenant tu le regardes, et puis Adrien, il y a un coût qu'on évalue mal, et c'est intéressant quand tu parlais de ratio de productivité. C'est intéressant quand tu parlais aujourd'hui la productivité, c'est quoi? Aujourd'hui la productivité, c'est quoi? C'est la vente. C'est les ventes sur le temps passé. Exclusivement, c'est une heure d'un employé rapporte combien de CA d'un employé, quel que soit son poste. Et donc aujourd'hui, quel que soit son poste. Sur cette productivité, il y a des choses qu'on peut améliorer, notamment il y a des choses qu'on peut améliorer, des tâches qui sont notamment totalement inutiles, des tâches administratives totalement inutiles, des tâches administratives qui en fait pompent cette productivité au quotidien, et ça c'est un coût qu'on ne mesure pas aujourd'hui ou qu'on a du mal à mesurer. Et ça c'est un coût qu'on ne mesure pas aujourd'hui, qu'on a du mal à mesurer. Nous ce qu'on fait, c'est le taf de quelqu'un d'autre. Pour ça, en fait, on passe notre temps pour ça, en fait, on passe notre temps enfin pas notre temps, mais il passe beaucoup de son temps à pas notre temps, mais il passe beaucoup de son temps le temps réel de tout ce qui se passe dans un restaurant, en fait. Le temps réel de tout ce qui se passe dans un restaurant, en fait. Il a donc typiquement son métier, c'est d'aller décortiquer les journées types d'un resto moyen, pas celui qui fait le plus, pas celui qui fait le moins, un resto moyen, celui qui nous satisfait. Et on va regarder, on va décomposer en plusieurs phases. Donc il y a ces grosses phases d'administratif, c'est combien d'heures par semaine on a d'admin. Donc ça va passer par je fais les plannings, je fais mes commandes, je fais les plannings, je contrôle les BL, je contrôle les BL, plein d'autres trucs hyper pénibles pendant lesquels tu fais pas de chiffres. Combien de temps prennent mes prods? Est-ce qu'il y a de l'optimisation à faire? Alors comme on fait beaucoup de tout maison et qu'on n'a pas de, on a un choix, c'est que ça rentre un peu dans ce que tu dis qui est hyper intéressant de faire tourner le staff, c'est que tout le monde fait tout chez nous. Donc un équipier, c'est que au bout d'un mois chez nous, ça savait tout faire, toutes les recettes et tout. Au bout d'un mois, du coup, comment on fait pour mutualiser certaines prods, optimiser les organes cuisine pour que quand on met en fait pour que je pousse l'exercice un peu loin, vous allez me prendre pour un malade, mais c'est vraiment ce qu'on fait. Combien de fois on fait l'aller-retour jusqu'à la poubelle? Vous voyez, ça coûte combien de minutes fois combien de jours ouvrés par an égale tant d'euros ouvrés par an, égale tant d'euros. En changeant un process, on gagnait 3 000 € par resto. Seulement en changeant un process en passant les commandes. Vous voyez, seulement en changeant un process 3 000 € par an fois X resto. Vous voyez, c'est énorme. C'est 3 000 € par an fois X resto. Vous voyez, typiquement, c'est exactement ce que tu dis. C'est les coûts cachés qui sont derrière et c'est que l'optimisation, l'utilisation du bon outil aussi. Parce que parfois on a un peu tendance à du bon outil aussi, rajouter des couches outil sur outil sur outil en se
disant ça va être fantastique, mais parfois ils se télescopent. Et une vraie lecture et connaissance, il ne faut pas être déconnecté de la vraie vie du terrain. Il ne faut pas être déconnecté de la vraie vie du terrain. Identifier ces coûts cachés qui pourrissent la productivité. Justement, identifier ces coûts cachés qui pourrissent la productivité. Alors, on parle là beaucoup de la restauration. Alors, toi, de ton côté, Adrien, au niveau de l'hôtellerie plus spécifiquement, comment tu gères les coûts, comment tu gères le personnel? Est-ce qu'il y a des spécificités qu'il faut prendre en considération dans l'hôtellerie? Il y a toujours des spécificités hôtelières, mais moi, le premier ratio que je regarde, c'est le ratio de présence. Combien de fois la personne n'est pas venue? Combien de fois la personne n'est pas venue? Donc, une fois que la personne est présente, il y a évidemment des ratios bien connus de l'hôtellerie. Il y a évidemment des ratios, ça dépend de la catégorie d'hôtel. Mais en gros, pour donner une idée, ça va entre 30 et 45% de masse salariale sur le chiffre d'affaires. Ça a encore un petit peu évolué depuis le mois d'avril parce que la grille salariale a augmenté. Mais ça a été compensé et ça va certainement être compensé par l'augmentation des prix publics. La masse salariale est les salaires sont payés par le client final. Les salaires sont payés trop le choix si on veut respecter ces ratios. On n'a pas trop le choix si on veut respecter ces ratios. Nous, généralement, on a 2-3 ratios à regarder. C'est déjà les charges de fonctionnement d'un hôtel, la masse salariale d'un hôtel, et ensuite ça nous donne le résultat brut d'exploitation. Et c'est sur ces 3 ratios-là qu'on va essayer de jouer. Donc, comme tu disais tout à l'heure, la charge de fonctionnement. Il y a des charges de fonctionnement où on peut jouer, il y a des charges de fonctionnement où on peut malheureusement jouer, il y en a d'autres et ensuite c'est la masse salariale. Donc je reviens sur le temps passé, sur le temps administratif passé pour la masse salariale. En effet, pour la masse salariale, c'est énorme. En effet, par exemple pour un réceptionniste, qui va faire un check-in, on estime à 90% du check-in, on estime à 90% sur l'administratif. Donc il y a tous les acteurs aujourd'hui qu'on connaît qui permettent d'améliorer ce ratio-là. Et l'idée c'est de diminuer ce ratio administratif pour passer plus de temps avec le client. Aujourd'hui, le poste de réceptionniste, par exemple, et ça équivaut sur l'ensemble des postes de l'hôtellerie, est en train, enfin tous les postes sont en train d'évoluer et tous les postes sont en train d'être digitalisés sur l'administratif. Et donc Snapshift aide beaucoup sur le côté RH. Il y a d'autres acteurs qui aident beaucoup sur le check-in, par exemple, le check-out. D'autres acteurs qui aident beaucoup sur le check-in, par exemple, le check-out. Les données, voilà, tout ce qui est en amont de l'arrivée du client pour permettre aux réceptionnistes et aux autres acteurs de l'hôtellerie de passer plus de temps avec le client et d'être plus à même d'être en relation réelle avec le client. Parce qu'une relation où on demande la carte d'identité et tous les papiers administratifs, c'est pas une vraie relation, on n'a pas un échange avec le client, c'est simplement pas une vraie relation, on a une contrainte administrative. Donc l'idée c'est de diminuer ce ratio-là. Donc l'idée c'est d'augmenter ce ratio-là. Et le ratio temps passé avec la clientèle, va peut-être permettre de diminuer la masse salariale. Comment on diminue la masse salariale? Alors, comment on diminue la masse salariale? On est à flux tendu, par exemple, toi Julien, tu es à flux tendu, tu es ouvert que le midi, donc tu as 5-6 personnes par service, donc tu as 4-6 personnes par service. Alors longtemps, ça a été entre 8 et 10. Longtemps, ça a été la beauté de la tension qu'il y a sur le marché de l'emploi aujourd'hui nous a fait repenser nos process et on est capable, à 4 personnes de moins, de faire les mêmes CA qu'à 10. C'est ça. C'est à peu près ça. De faire les mêmes CA qu'à 10. Donc en fait, il y a l'idée de 1, pour réduire sa masse salariale, on réduit le nombre de TP qu'il y a sur l'établissement, que ce soit un hôtel ou un restaurant. Demain, les femmes de chambre ou un restaurant. Plus de chambres, les femmes de chambre, c'est aussi une réflexion. Plus de chambres. Il y a un deuxième sujet aussi, c'est les heures réelles. Il y a un deuxième sujet aussi, c'est les heures employées faits qui sont comptabilisées. Je te vois sourire. On va parler peut-être d'heures supplémentaires. On va parler d'absence. Tu parlais d'absence, c'est un coût, une absence. Tu parlais d'absence, c'est un coût, une absence. Comment on anticipe ça? Comment une fois que ça arrive, on le gère. Et comment une fois que ça arrive, on le gère. Tu veux commencer ou... Oui, commence. Pour anticiper ça, le premier critère, c'est la polyvalence. C'est-à-dire que si la personne n'arrive pas, est absente, c'est-à-dire que si la personne, il faut bien que quelqu'un le remplace. Si j'ai pas de réceptionniste le matin à 7h, il faut que mon night soit capable de faire 7h partie, il faut que mon night soit 8h30 pour que le directeur arrive et qu'il prenne la suite. Ça fait 1h30 de supplémentaire à payer. C'est compliqué à anticiper si c'est dû à une absence.
C'est compliqué. Si c'est dû à une activité supplémentaire, si c'est dû à une activité généralement dans l'hôtellerie, on peut anticiper ce genre de choses parce qu'on a des ratios, on a du lead management, donc on sait sur quelle période on va être amené à faire plus d'heures parce qu'il y a plus d'activités à faire plus d'heures parce que contrairement à toi certainement et encore que tu dois avoir des ratios contrairement à toi certainement le vendredi j'ai plus de monde que le lundi quoi. Le vendredi j'ai plus de monde que le lundi quoi. Donc l'idée c'est d'anticiper ces périodes-là. Donc l'idée c'est d'amener à plus recruter sur ces périodes-là, sur des périodes courtes, et d'amener à plus recruter sur ces périodes-là, de faire des heures supplémentaires, ou alors à récupérer ou non à payer des heures supplémentaires sur le staff actuel et le staff présent, à payer sur le staff actuel et le staff présent. Souvent ce qu'on fait parce qu'ils sont déjà formés. Ils sont déjà présents parce qu'ils sont déjà formés. Ils sont souvent intéressés à faire des heures supplémentaires sur une période courte. Ils sont souvent intéressés à faire des heures supplémentaires, ce qui permet d'arrondir les fins de mois. C'est un calcul à faire sur toi, ce que tu gagnes derrière aussi. Tout à fait. Entre ce que tes employés et toi, ta productivité. Est-ce qu'il vaut mieux faire des heures supplémentaires à mes employés qui sont là, qui sont fidèles, qui connaissent le métier, plutôt que d'employer quelqu'un d'autre, le reformer, c'est pas de la perte de temps, mais c'est de le reformer, de faire tout ce qui est administratif, etc. De le reformer, de faire tout ce qui est pour le remplacement. Pour le remplacement. C'est un vrai, c'est hyper dur en vrai. Ce sujet, c'est à traiter. C'est hyper dur en vrai. Anticiper les absences, ça peut se faire un peu. Dans le sens où quand il y a certains éléments qui se font un peu chahuter ou engueuler parce qu'on commence à connaître et à comprendre les gens à force de les voir et de les pratiquer. Donc on sait qui va nous planter. Ça, je vous parle vraiment de les pratiquer. Donc on sait qui va nous planter, un peu sale et tout, qui est assez un grand classique dans nos métiers. La polyvalence, je suis 100% d'accord. Avec toi, la polyvalence, c'est nous depuis le jour 1. On a été comme ça. C'est pour ça qu'on n'a pas de chef. On n'a même pas de commis de cuisine traditionnelle et que tout le monde sait tout faire. On a plusieurs personnes qui savent faire la caisse dans un resto, plusieurs personnes qui savent faire des commandes, tout le monde sait faire tous les plats. Donc c'est un vrai, ça c'est un sujet majeur pour être tranquille. C'est un vrai, une bonne collaboration aussi entre les restaurants. On favorise la communication tous les managers se connaissent très bien, donc ils se rendent service les uns les autres. Attends, il manque quelqu'un, je vais être un peu short les uns les autres. Ce midi, est-ce que tu as quelqu'un à me prêter? Donc on a une espèce de convention entre restaurants pour nous assurer qu'on puisse. On a une espèce de convention entre restaurants de pouvoir le faire. Ça peut être un peu touchy avec les assurances et tout. Et du coup, nous on a mis un truc en place où un équipier peut aller dans n'importe quel restaurant. Gallica peut aller dans n'importe quel jour au lendemain au besoin. Une adaptabilité aussi face à l'adversité, c'est de la formation. Typiquement, quelqu'un est habitué à trop avoir de personnes, quelqu'un est habitué qu'il sait faire la même chose avec d'autres personnes moins parce qu'on fait de la restauration. Et la restauration, c'est aussi un peu difficile. Si t'as pas envie de te faire secouer un peu, fais un autre métier. Et ça, on est assez dur. Je vous parlais d'honnêteté intellectuelle, on le dit. Quelqu'un qui vient se planter, c'est pas parce qu'on a des horaires cool, on n'est pas exigeant. Il y a un moment, la restauration, c'est ça, c'est des rushs. C'est courir, c'est une livraison qui arrive au mauvais moment. Tu sais pas pourquoi ton livraison qui arrive au mauvais moment. Il faut taper dedans. Pourquoi c'est comprendre que tu voilà que il y a pas la personne voilà. C'est comprendre que il y a pas la personne voilà. Et du coup, tout ce qu'on a dit avant sur la fidélisation, et du coup, plus on est présent, tout ce qu'on a dit avant sur la fidélisation, on minimise quand même ce coefficient d'absent qu'on regarde aussi. Du coup, moi je le regarde plus parce qu'il me donne vraiment trop d'urticaire. Je laisse ça. Du coup, moi je le regarde plus parce qu'il me donne vraiment trop d'urticaire. Et pour le coup, nous on est intransigeants. Une fois ça passe, et pour le coup, nous, alors déjà les absences injustifiées, une fois ça passe, pendant la période d'essai, c'est dehors, immédiatement, rédhibitoire. Pareil sur les retards, immédiatement, et ensuite, pareil en tant qu'employé, post-période d'essai, et ensuite une absence injustifiée, ça passe, deux absences injustifiées, c'est une convocation, troisième c'est dehors. Et c'est une convocation, on a un process qui est clair et net. Ça c'est pareil quand je vous parlais de honnêteté intellectuelle et transparence. C'est pareil quand je vous parlais. Il y a des outils en France, contrairement à ce qu'on pense, qui nous permettent d'avoir assez de flexibilité contrairement à ce qu'on pense, sur la fin de contrat de certains employés qui sont pas à fond. La fin de contrat et encore une fois, c'est rendre service à tous les autres qui se déchirent et qui ont fait son taf à la place quand lui il était tranquillement en train de regarder Netflix ou jouer à FIFA. Quand lui il était tranquillement en train de regarder Netflix. Le dernier point parce qu'il y en avait un sur le tout dernier. Putain, je parle trop. Le dernier point parce qu'il y en avait un sur. C'était quoi le tout dernier? Putain, je parle trop. Pardon. C'était quoi le
La dernier point sur lequel tu as... Les heures supplémentaires. Les heures sup, ouais. Nous, on n'en fait pas. Les heures supplémentaires. Les heures sup, ouais. Alors, on en fait de temps en temps. Très rarement. Cas très exceptionnels. On en fait de temps en temps. Si, par exemple, on a justement un manager, là, dernièrement, on a un manager qui a eu le Covid. On a justement un manager, il a le Covid, le mec, il est bloqué. Donc, du coup, là, il faut surstaffer un resto. Parce qu'un manager de fait, c'est la personne avec son manager qui en fait un peu plus que les autres, qui en fait un peu plus. Donc là, on est obligé de surstaffer des équipiers. Là, on fait des heures sup. Donc là, on est obligé de surstaffer des équipiers. On a signé on a fait signer en fait aux gens qui viennent chez nous et entre les restos. On fait de la modulation horaire. La modulation horaire dans la restauration rapide, c'est quelque chose qui est encadré. J'allais dire toléré, c'est plus que toléré, parce que c'est encadré, c'est quelque chose qui fait que globalement vous avez un contrat de 15 heures, il y a une semaine vous pouvez bosser 12 heures, et la semaine d'après vous allez bosser 18 heures. C'est un grand classique de la restauration et le vrai enjeu derrière ça, c'est de former les managers à la bonne utilisation des compteurs d'heures. Et on se rend compte que pour la plupart de notre population, et on se rend compte que pour la plupart à 35 heures en fait, donc toutes celles à qui on applique tous ceux qui sont pas à modulation horaire, ils sont ravis parce qu'ils ont tous une vie à côté. Quelqu'un qui est à mi-temps ou à moins de 35 heures, soit il est étudiant, soit il est freelance, soit il est artiste, soit il a un deuxième métier et donc ou alors soit il a un papa, maman et donc besoin de disponibilité. Donc cette modulation horaire, elle fonctionne dans les deux sens. Et c'est le deal qu'on a avec eux, c'est quand on a besoin de toi plus, ça se passe comme ça. Par contre, si toi tu as besoin d'un peu de temps, tu as un examen, par contre pire les étudiants un peu de temps, ils ont une semaine d'examen, on les met pas en sans solde, on leur fait un compteur d'heures et après qu'ils vont rattraper. Donc ils ont des salaires qui sont ISO toute l'année. Donc c'est un outil dans les deux sens qui est très puissant, en particulier dans ma profession parce qu'il y a moins d'impondérables, que je connais mes services, que j'ai pas de service de soir, que j'ai pas à gérer un bar avec des gars qui restent jusqu'à 3h du matin ivre-mort et qui fait que tu dois tirer un peu, etc. C'est un outil assez puissant pour répondre à cette problématique. La modulation c'est super important et on pourra la modulation c'est super important. C'est simple sur Snapshift. On pourra, si vous voulez en savoir plus, parce que c'est un sujet assez. Si vous voulez en savoir plus, c'est assez costaud. Donc on pourra vous en dire plus. On va peut-être prendre quelques questions du public. On va peut-être prendre quelques questions sujets différents. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des questions, sujets différents. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des questions, qui aimeraient en. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'ai écouté, c'était hyper intéressant. Bonjour. Et ma question, il y aura deux questions dans l'une. D'une certaine manière, quand vous parlez de bienveillance, de formation, d'exemplarité, j'ai l'impression que finalement les métiers de l'hôtellerie-restauration ont un peu perdu du bon sens parce que finalement ont un peu perdu du bon sens. Ça paraît assez logique dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première question. Est-ce que quelque part le bon sens était un petit peu perdu et aujourd'hui il faut le retrouver? Et la deuxième question sous-jacente, c'est est-ce que vous pensez que cette tension au niveau des métiers de l'hôtellerie-restauration au niveau du personnel va être amenée à perdurer? Pour la première question, je vais te dire, c'est qu'à mon sens, l'hôtellerie-restauration n'a jamais eu ce bon sens. À mon avis, c'était un métier de ninja où tu te faisais défoncer quotidiennement. C'est normal que tu arrives à 6h du mat. Normal. On se fait accompagner par un mec qui était chez McDo longtemps. À l'époque McDo longtemps. Il a un certain âge. Le mec nous disait que c'était pas illogique de faire des fermes de McDo jusqu'à 4h du matin. C'était pas un sujet, mais vraiment pas un sujet. Que si jamais tu venais prendre le shift suivant, que tu te rendais compte qu'ils s'étaient fait défoncer, le shift suivant, et que tu te rendais compte que c'était sale et qu'ils n'avaient pas eu le temps de nettoyer, et ben c'est pas grave. Tout le monde s'y mettait, tu y allais, etc. Et t'étais pas payé plus. Alors peut-être McDo est venu plus vite parce qu'ils étaient dans l'œil du radar, mais globalement la restauration c'est ça. Le chef te parle mal, le patron te considère pas. Moi, je connais 2-3 de mes confrères que je chiterai pas avec pignon sur rue. Ils rentrent dans un resto, ils disent pas bonjour au staff. Parce que c'est comme ça. Je pense que s'ils l'ont jamais eu, c'est quelque chose qui arrive. Parce que c'est comme ça. Et je pense que s'ils l'ont jamais eu, c'est normal, c'est la base. La deuxième question, moi je pense pas. Et c'est ne faut pas perdre de vue un truc. La deuxième question, alors je pense que ça va être plus compliqué pour lui que pour moi. Désolé. C'est que alors je pense que ça va être plus compliqué pour lui que pour moi. Il y a eu le Covid. Désolé. Alors on parle de tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Oui, certes, on a eu le chômage partiel, l'activité partielle, pardon, donc les salaires payés par l'État, etc. Et il s'est passé un truc dont on a très peu parlé. Et il s'est passé un truc à la fin de cette première vague qui a duré à peu près 6 mois le temps que les gens recommencent à bosser un peu et tout. Il y a plein de gens qui se sont barrés, plein de gens qui ont pris des licenciements économiques, plein de gens qui se sont barrés, aussi des ruptures co. La plupart n'ont pas démissionné, la plupart ont bénéficié d'un départ favorisé. Et en parallèle, l'État a fait un truc, il a prolongé les droits au chômage.
Et en parallèle, on est toujours dans une période, c'est un peu comme le PGE là qu'on repousse. On est toujours dans une période où beaucoup de personnes qui ont perdu leur job dans la restauration et l'hôtellerie pendant le Covid, leur job dans la restauration, qui sont toujours au chômage, pendant le Covid, qui font un peu de, ou alors qui font aussi un peu de, comment on appelle ça, ou alors parce qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent, etc. Mais là, il y a une réalité qui commence à les rattraper gentiment. C'est que les droits au chômage commencent à terminer. Moi, je commence à en voir quelques-uns qui arrivent. On sent qu'il y a un peu plus de candidatures parce qu'il y a une réalité. Pareil pour l'école, on avait beaucoup d'étudiants. L'école pendant 2 ans, c'était quoi? Pareil pour l'école, ton ordi en slip dans ton canapé. Là, l'école, 90%, maintenant 80%, c'est en présentiel. Donc, tu reviens dans les centres-villes, tu reviens dans les pôles d'affaires, etc. Donc, tu fais quoi? Donc, tu reviens dans les centres-villes, tu reviens dans les pôles d'affaires, il faut que je ressorte, etc. Donc, il y a toute cette réalité qui revient. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi beaucoup de profils, et moi, je les recrute maintenant. Des profils, c'est qu'il y a aussi beaucoup de profils, et moi, je les recrute. J'ai toujours bossé dans la restauration, l'hôtellerie depuis que j'ai 15 ans. Je connais que ça, qui a découvert ce que c'était que d'avoir une soirée. Je connais qui a découvert ce que c'était que d'avoir un week-end, d'avoir une soirée, qui a découvert ce que c'était d'avoir un week-end. Ah quoi, j'ai 2 jours consécutifs. Et ben ces personnes, et c'est les moins challengeants sur le salaire, sont OK de rentrer dans un circuit plus classique comme le nôtre pour récupérer un confort de vie. Un circuit plus classique comme le nôtre. Donc je pense que ça va se détendre, mais que ça va rester un peu le bordel. Donc je pense que ça va se détendre, mais que après je te laisse parler. Je suis désolé. Il ne faut pas non plus que souvent on a la mémoire courte et la presse, les médias ont la mémoire courte et ils se gargarisent des petits problèmes du moment. Les tensions dans le recrutement, dans l'hôtellerie, restauration, quel que soit, ça a toujours été. Il y a toujours eu une complexité au recrutement qui était incroyable, un manque de loyauté, un manque incroyable d'exemplarité aussi. On est en train de payer les pots cassés des années d'exemplarité. Exactement. On est en train de payer les pots cassés. Donc il faut remettre le couvert et rebalancer la sauce, c'est-à-dire il faut changer tout ça et redorer notre image. Et on est là pour ça aujourd'hui et je pense que les outils digitaux qui sont là pour ça aujourd'hui et je pense qu'ils sont en place nous permettent ça. En fait, aujourd'hui, la nouvelle génération, on ne veut pas passer 2 heures à faire aujourd'hui la nouvelle génération, on ne veut pas mettre notre planning à signer, à devoir venir pour signer. Là, on a notre planning, il faut redorer notre blason, à la fois pour les clients, il faut redorer notre blason. Toute cette digitalisation s'était perdue dans l'hôtellerie. Moi, je parle avec des gens qui sont en hôtellerie depuis plus de 15 ans, 40 ans. Ils allaient avec leurs parents dans les hôtels pour voir les nouveautés. 40 ans. Aujourd'hui, dans l'hôtellerie, c'est assez rare qu'on ait des nouveautés digitales ou autre chose. C'est assez rare. L'idée, c'est de redorer notre blason et de mettre ça en place dans l'hôtellerie. L'idée, c'est de redorer notre blason pour que les gens soient intéressés, et à la fois les clients, mais également pour que les gens soient intéressés, le personnel. Et à la fois les clients, mais également ça va prendre du temps, le personnel. Ça sera pas pour de suite. Je pense qu'on va passer une période de 3-4 ans où ça va être compliqué. Je pense qu'on va passer une période de 3-4 ans où déjà les salaires ont été comptés. Et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait. Déjà, les salaires ont été pas assez. Et ça, on est aujourd'hui à des niveaux assez importants, notamment en management. Aujourd'hui, il y a des salaires qui ont pris assez importants, 17%, notamment en management. 17%, il y a des salaires qui ont pris sans rien faire en un mois. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça fait quand même une augmentation drastique. Donc il n'y a plus qu'à maintenant fidéliser, et je pense que pour fidéliser, ça passe plus par la bienveillance, l'esprit d'équipe et la communication. Par la bienveillance, tout simplement. L'esprit d'équipe. Merci beaucoup. On va prendre une autre question si y en a dans le public. On va prendre une autre question s'il y en a dans le public. Oui. Bonjour, je voudrais savoir comment est-ce qu'on passe de coupure à continu. Bonjour, je voudrais savoir comment est-ce qu'on passe de coupure à continu. Alors moi je peux pas te répondre parce que c'est que moi la beauté c'est que j'en ai pas de coupure. J'ai que 2 restos où je bosse le soir seulement en livraison. C'est que j'en ai pas de coupure. Donc on a fait des 2 restos où je bosse le soir. On a déjà demandé des volontaires. Donc c'est très facile. On a déjà le continu. Alors, ce que je sais de mes confrères de la restauration, et après toi ce sera peut-être plus simple, c'est que globalement ils ont réaménagé les plannings, ils sont un peu surstaffés à des moments, c'est un gros travail de fond. En fait, la coupure a quand même été très longtemps c'est un gros travail de fond. En fait, la coupure a quand même été très longtemps de restauration, une solution facile et évidente. Toi où tu te challengeais pas tant, tu viens 2 heures, tu reviens 2 heures le soir, point à la ligne. Toi où tu te challengeais pas tant, tu viens 2 heures, tu reviens 2 heures le soir, complexité du marché dans lequel on est aujourd'hui nous oblige à nous challenger. La complexité du marché dans lequel on est aujourd'hui nous oblige pas un million de solutions. C'est que tu vois, ils font en fait des plans de solutions. C'est glissant, c'est que tu commences un peu plus tôt et puis tu finis bien. Et puis peut-être la semaine d'après, ça sera l'inverse. Tu commences un peu plus tôt, tu arriveras et tu feras tes 7 heures à la suite. Donc tu fais ta cuisine à un autre moment. Tu feras un peu plus de limonade quand tu as un comptoir avant t'en faisais pas. En fait, tu es un peu plus agile et malin quand tu as un comptoir avant t'en faisais pas. En fait, dans l'hôtellerie, il y a très peu de coupures finalement.
C'est plus des shifts dans l'hôtellerie, de très peu de coupures. Ensuite, le second shift arrive. Dans la restauration, pour ceux qui travaillent le soir, parce qu'on a des restaurants aussi dans les hôtels. Dans la restauration, ce qu'on fait le soir maintenant, on fait une équipe matin qui part à 15h et une équipe soir. Ce qui fait doubler pratiquement la masse salariale. Parce qu'avant, la personne arrive à 10h, repartait à 15h, revenait à 17h et repartait le soir. Arrive à 10h, repartait à 15h, revenait à 17h. Il faut avoir plus de clients. Donc c'est pas possible partout avoir plus de clients. Mais l'idée c'est de faire ça. Donc c'est pas possible partout. Mais l'idée c'est de faire ça. Sur nos restaurants, à terme, on en a pas beaucoup. Donc c'est sur nos restaurants. C'est compliqué. On essaye de le mettre en place. Et l'idée c'est aussi d'être polyvalent. Donc il y a des gens qui étaient prévus le soir comme des réceptionnistes, qui vont prendre finalement la place du barman. Était prévu le soir comme des réceptionnistes avant sur des dates où on sait qu'il n'y va pas y avoir grand monde. Il y avait un dimanche soir typiquement, il n'y a pas beaucoup d'arrivées où on sait que le bar va pas marcher. On peut donner cette tâche-là à un réceptionniste, alors qu'avant on avait quelqu'un qui était au bar et qui avait la coupure. Un réceptionniste sur le dimanche, on lui donne sa journée. Quelqu'un qui était au bar et qui avait la coupure. Mais c'est très ciblé. Il n'y a pas de généralité sur ce point-là. C'est très ciblé. Et le zéro coupure, j'ai pas dit que ça n'existait pas. La coupure existe toujours. Je dis juste qu'il y a des métiers comme les miens qui attirent beaucoup des anciens qui faisaient de la coupure parce que nous on n'arrive à pas faire de coupure. Mais il y a un moment, c'est une réalité aussi la coupure de nos métiers et malheureusement, c'est une réalité aussi la coupure de nos métiers. Il n'y aura jamais le zéro coupure. Malheureusement, il faut aussi adapter la coupure à l'employé aussi. Il y a des employés qui peuvent faire adapter leur coupure jusqu'à une certaine heure et à partir d'une certaine heure. Et si on arrive aussi à s'adapter à l'employé qui est en face, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on arrive aussi à s'adapter aux différents profils qu'on a chez nous. Et puis ça dépend où on est. À Paris, c'est quand même beaucoup plus compliqué de faire de la coupure quand la personne habite en Seine-et-Marne et qu'elle doit venir au centre de Paris. Sa coupure, elle traîne 2 heures dans le bar à côté, c'est très lourd. Sa coupure, elle traîne 2 heures dans le sud-ouest, les hôtels, la personne habite à 3 minutes à pied ou à 5 minutes en voiture. Donc là, c'est déjà plus simple à gérer. Ou à 5 minutes en voiture. Et j'aimerais juste ajouter un truc parce que là on parle de notre bienveillance, de tout ce qu'il faut faire. Et j'aimerais juste ajouter un truc parce que là on parle de notre bienveillance, on prévient tous nos employés. Je le répète, on n'est pas des touristes. On fait pas, c'est pas des vacances, ça reste un travail. Et avant d'avoir des droits, il y a des devoirs. Parce qu'on parle de il faut aménager tout. Il y a un moment la restauration, ça reste quand même un métier où on tape dedans. Il y a un moment la restauration, il faut y aller, il faut de l'énergie. Et oui, il y a des moments c'est compliqué. Et oui, quand il y a des chiottes bouchées, il faut aller les déboucher. On va pas payer un mec 400 balles pour qu'il les déboucher, c'est la vraie vie de la restauration. Il ne faut pas perdre de vue, ça n'existera pas. La restauration calme trop bien, ça n'existe pas. La restauration calme trop bien, ça n'existe pas. J'ai encore une question ici. Ça n'existera jamais. Bonjour, déjà merci encore une question ici. votre temps. Vous parlez beaucoup de s'adapter, de changer un peu les modes de vie. Est-ce que le système de paye à la française, le fait d'être payé une fois par mois tous les 30 jours, c'est pas un petit peu compliqué par rapport aux nouveaux challenges que vous devez avoir dans la restauration et l'hôtellerie et surtout par rapport à la crise sanitaire qu'on a eu dans le Covid? Est-ce que par exemple d'adapter une paye par rapport à la semaine un petit peu comme Uber ou un système à l'américaine, ce serait pas forcément une petite facilité sans forcément augmenter le salaire mensuel de vos salariés? Facilité sans forcément augmenter le salaire mensuel de vos salariés. C'est une bonne idée peut-être. Ça permettrait. Je ne sais pas si au niveau fidélisation ça permettrait de fidéliser plus la clientèle, enfin le personnel, parce que une fois qu'ils sont payés, fidéliser plus la clientèle plus facilement. Le personnel, parce que je sais pas. Une fois qu'ils sont payés, il y en a qui aimeront certainement cette solution-là. En fait, jusqu'à aujourd'hui, faire des salaires et faire des fiches de salaire aujourd'hui, ça prenait déjà pas mal de temps. Et si on multiplie cette tâche-là toutes les semaines, pas mal de temps. C'est quand même très encadré cette tâche-là, contrairement à d'autres pays. Donc l'idée, c'est de diminuer ce temps passé. Donc de ne pas le multiplier dans le mois. Ce temps passé. Mais maintenant, avec les outils digitaux, peut-être que ça sera rebasculé et revu. En effet, ça sera peut-être envisagé. Ça sera rebasculé. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, du point de vue de l'entrepreneur restaurateur, c'est en fait objectivement aujourd'hui infaisable quand on est dans une logique d'optimisation du temps. Aujourd'hui infaisable quand on est dans une logique d'optimisation administratif qui est assez colossal. Du temps administratif et aussi, tu sais, à chaque fois que tu édites une fiche de paie et aussi te coûte 15 balles. Donc ça veut dire qu'au lieu d'en avoir une par employé, chacun peut en parler des coûts cachés. Donc ça veut dire qu'au lieu d'en avoir 50 balles ou 40 balles par mois, fois 12, fois le nombre d'employés, fois le nombre de restos, donc boum, d'un coup ça coûte très cher. Les seuls avantages que je vois, c'est que tu fais moins d'erreurs, parce que du coup c'est à la semaine, les absences injustifiées, les machins, ils se mettent un peu plus la pression quand ils ont absence injustifiée pour nous envoyer un justificatif, et deux, ça détend leur pouvoir d'achat aux employés.
objectif où tu as continuellement un peu d'argent qui arrive et tu flambes pas tout en un week-end. Où tu as continuellement un peu d'argent qui arrive et en 2 semaines. Ça serait les avantages. Mais objectivement, quand je vois déjà ou en 2 semaines, le bordel que c'est de faire les paies. Et pourtant, il y a des outils. Aujourd'hui, tu prends un PayFit par exemple, PayFit Snapshift. Pourtant, il y a des outils ensemble, machin et tout. PayFit par exemple, c'est tellement chiant, c'est tellement chronophage, machin et tout. C'est tellement chiant que je vois pas comment on peut mettre ça du jour au lendemain en France. Que je vois pas comment on peut mettre ça du jour au lendemain en France, quoi. On va avoir une dernière par rapport question. à la fidélisation, vous dites qu'il faut être intransigeant et ça je le comprends pour avoir des employés qui sont motivés, etc. Mais comment ça je le conjugue le fait pour avoir des employés qui sont motivés, nous on soit intransigeants mais qu'ils veulent bien rester et qu'ils restent motivés et nous on soit intransigeants mais comme vous disiez sur le marché en ce moment c'est quand même difficile de trouver du monde, mais il faut trouver des bons. C'est un peu difficile de trouver du monde, mais il faut trouver des bons. Donc c'est un peu. Moi, je pense. Tu dis comment tu fais pour être dur, mais les garder motivés parce que. En fait, c'est l'analogie. Alors, je suis mal placé parce que j'ai pas de gosse, mais c'est l'analogie avec les enfants. Un enfant à qui tu laisses tout passer et que tu dis oui pour tout. Mais c'est l'analogie avec les enfants. Un enfant à qui tu laisses tout passer et que tu dis oui pour tout, ou il t'aime pas plus que quelqu'un que tu remets sur le, tu vois, dans le droit chemin, que quelqu'un que tu remets sur le droit chemin. Un employé que tu remets sur le, dans le droit chemin, être intransigeant, c'est être juste. En fait, si tu, c'est pas être un ayatollah du moindre détail, d'engueuler pour rien et n'importe quoi. C'est un ayatollah du moindre détail, d'engueuler pour rien et n'importe quoi. C'est de justifier. Exactement. On n'engueule pas pour engueuler quelqu'un. Il faut le justifier derrière. Il faut qu'il y ait une raison. Je pense que quelqu'un qui le comprend, il est aussi fidèle que quelqu'un. Je pense qu'il est même plus fidèle. Il est aussi fidèle. Je pense qu'il est plus fidèle parce que si l'intransigeance et en face, tu as un accompagnement, tu as de la formation, tu as une attention et que toi aussi tu es intransigeant envers toi-même, il est intransigeant envers toi, que tu payes et que toi tout le temps au même moment, que quand il a un besoin administratif tu reçois, que tu réponds du tac au tac, que là dernièrement moi j'en avais un, il avait un problème, mais un truc tout con, il déménageait, il a 2 enfants, il déménageait, un problème, acheter des cartons, tout con, il déménageait dernièrement, mais acheter des cartons, ça coûte une blinde, mais c'est tout con, mais quelqu'un qui gagne le SMIC, tu vois, du coup on a collecté dans tout, alors tout con, mais quelqu'un qui gagne le SMIC, tu vois, du coup on a collecté dans tout, en vrai c'est un vrai bon exemple, parce que tu vois, ce gars c'est celui à qui je mets le plus de taquet, en vrai c'est encore moi, alors c'est plus moi qui m'en occupe, mais c'est moi qui l'ai recruté il y a 4 ans, c'est notre employé le plus fidèle, alors que c'est plus moi qui m'en occupe, mais il adore être challengé, tu vois. Mais dès que tu laisses un peu passer le truc, il prend de la place. Tu vois ce que je veux dire, et pas la bonne place malheureusement. Passer le truc, typiquement, ce garçon, tu vois ce que je veux dire, et pas la bonne place. Autant je suis pénible avec lui, par contre j'ai une disponibilité incroyable avec lui. J'ai passé 1 heure au téléphone avec un mec de la mairie du 13e ou je sais plus quel arrondissement pour qu'il ait un logement, et lui expliquer son implication dans la boîte, depuis quand il était, que c'était un mec bien, patati patata, il a eu son implication dans la boîte, de tous les restos, tous les cartons, tous les managers ont regardé, on a tout mis dans le côté. Il est venu le chercher un jour avec la camionnette machin qu'il avait loué. C'est des détails en fait. Alors il est venu le chercher un jour avec la camionnette machin qu'il avait loué. Il fait un peu le mec qui est sur une autre planète, mais en vrai c'est une succession de petites choses, mais en vrai qui font que tu vois c'est pas juste je tape parce que tu fais pas le taf. Non, c'est vraiment dans tous les sens. Et du coup nous on est hyper exigeants avec nous-mêmes aussi. Alors on a des failles. On est encore nullissime, mais vraiment on est encore loin de ce qu'on a envie d'être. Mais c'est dans les deux sens. Nous aussi on a des devoirs avant d'avoir des droits envers eux. Nous aussi on a et en général des devoirs. Il reste plus quand tu laisses couler. Moi j'avais un resto où on laissait couler parce qu'on n'avait pas le temps. Je te dis, il reste plus quand tu laisses couler. Moi j'avais un resto où on laissait couler parce qu'on n'avait pas le temps. Vraiment, et il y avait un turnover de ouf parce que la manager avait pas assez de poigne, que tout le monde faisait n'importe quoi, que donc les 3-4 qui étaient rigoureux, en fait se faisaient manger par ceux qui foutaient rien, donc les 3-4 rigoureux se barraient. Donc il y avait plus de rigoureux, puis au bout d'un moment il y en a un qui se barrait parce qu'on lui donnait pas plus d'heures parce qu'il n'était pas assez bon. Donc il y avait plus de rigoureux, puis au bout d'un moment il y en a un qui se barrait parce qu'on lui donnait pas plus d'heures parce qu'il n'était pas assez bon. C'est tout un voilà, tu vois. J'espère. En tout cas, on aurait adoré continuer à échanger à ce propos. En tout cas, on va faire un webinaire sur le sujet avec d'autres invités pour continuer à explorer ce sujet parce qu'on a tellement à dire et pour continuer à explorer ce sujet parce qu'on a tellement à dire. Si vous voulez en savoir plus, continuez à parler avec nous. On est sur le stand B17. Si vous voulez en savoir plus, on va vous distribuer à la sortie 2 bouquins qu'on a rédigés avec des partenaires. Donc le premier c'est comment faire de votre restaurant un aimant à talent avec des partenaires. Donc le premier c'est comment faire les restaurants de votre hôtelier un aimant à talent et les 6 ratios indispensables pour mieux gérer votre restaurant. Et également valable pour l'hôtellerie. Pour mieux gérer votre restaurant. C'est que vous puissiez avoir une sorte de récap de cette conférence. Vous pouvez continuer à échanger
échanger avec nous sur le stand B17 avec Snapshift. Julien et Adrien seront échanger avec nous sur le stand B17 avec Snapshift. Julien et Adrien seront Merci à tous pour votre attention et un très bon salon à tous. Merci à tous pour votre attention et un très bon salon à tous. Merci.